Ici, la Voix de l'Amérique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, ravi de m'installer à vos côtés pour notre rendez-vous hebdomadaire. Washington Forum se penche cette semaine sur l'allégeance faite par Boko Haram au groupe État islamique. Une alliance de la terreur n'hésite pas à titrer les médias nigérians qui croient tout de même que le vent tourne contre Boko Haram. Mais son ralliement aux djihadistes du Moyen-Orient ralentira-t-il l'avancée militaire du Nigeria et de ses alliés du Tchad, Niger et Cameroun? Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum. En ce jeudi 19 mars 2015, nos invités vont nous rejoindre dans quelques minutes pour nous décortiquer ce rapprochement Boko Haram-État islamique. Pas étonnant pour beaucoup d'observateurs qui voyaient déjà venir les signes avant-coureurs, comme nous le détaille Michel Joseph. Le Nigeria ne lésine pas sur les mots. Boko Haram est en déroute. Après les États de Yobe et d'Adamawa, le groupe islamiste va être chassé de Borno, affirme Abuja, soutenu par une offensive régionale. Pour des observateurs, ce sont ces revers qui ont poussé Boko Haram à faire allégeance à l'organisation État islamique. Une alliance qui ne surprend pas Aminu Gamawa de l'université Harvard. Ce sont deux organisations qui perpétuent la violence au Moyen-Orient et au Nigeria. L'un, qui s'est emparé de larges pans du territoire irakien depuis juin et de grandes zones en Syrie voisine, y a déclaré un califat. L'autre, dont on évalue le nombre de combattants à plusieurs milliers, multiplie les attentats sanglants dans le nord du Nigeria et parfois dans les pays voisins qui n'ont pas voulu rester les bras croisés avec l'aide de pays occidentaux. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. La France fournit des renseignements qui sont extrêmement précieux sur les mouvements de Boko Haram pour que nos amis des différents pays puissent réagir. Quant aux États-Unis, déjà à la tête d'une coalition internationale frappant depuis août les djihadistes en Irak, ils évoquent désormais la possibilité d'étendre la lutte jusqu'en Libye et à Boko Haram. Le secrétaire d'État américain John Kerry. Si, comme l'a dit le secrétaire à la Défense, Carter, il commence à attaquer les États-Unis ou se joindre à l'État islamique de manière stratégique pour attaquer nos partenaires de la coalition, cela poserait une question légitime. L'allégeance de Boko Haram n'a pas non plus étonné le président nigérian qui affirme que des insurgés de la secte se sont rendus dans des camps d'entraînement du groupe État islamique au Moyen-Orient. Goodluck Jonathan dans une interview exclusive à la VOA. Nous savons que les liens sont là, mais pour l'heure, nous ne connaissons pas leur ampleur quant aux questions du financement, du volume d'armes venant du groupe et des combattants étrangers qu'ils envoient. Goodluck Jonathan, un chef de l'État sortant qui fait face à une rude campagne électorale et qui a été contraint de démentir les informations selon lesquelles son gouvernement avait fait appel aux mercenaires étrangers pour combattre Boko Haram et réparer ainsi les déconvenues de l'armée nigériane. Merci Michel. L'heure maintenant d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités de Paris, Alain Rodier, directeur de recherche chargé du terrorisme et de la criminalité organisée au sein du Centre français de recherche sur le renseignement. Et à Washington, professeur Walid Pharès, conseiller auprès du Congrès américain sur le Moyen-Orient et l'Afrique et le terrorisme. Alain Rodier, cette allégeance est-elle un geste de défi de Boko Haram aux troupes du Tchad, Niger et Cameroun, venues épauler l'armée nigériane, ou un appel au secours du groupe terroriste le plus puissant et le mieux financé qu'est l'État islamique ? Je ne pense pas que ce soit un appel au secours. Non, je pense que effectivement le mouvement a rencontré quelques difficultés, mais en réalité, il étend son combat aux pays voisins, et bien logiquement dans la stratégie habituelle des islamistes radicaux.
Donc, c'est pas vraiment un appel au secours et tous les analystes s'attendaient à ce ralliement à l'État islamique puisque depuis très longtemps, le chef de Boko Haram avait annoncé son admiration pour ce mouvement. Oui. Un ralliement pratiquement naturel. Alors oui, l'État islamique qui se répand, le groupe a revendiqué ce jeudi même l'attentat meurtrier du musée du Bardo dans la capitale tunisienne. Nous voyons des groupes terroristes en Afrique rompre avec Al-Qaïda pour se rallier à l'État islamique d'Abou Bakr al-Baghdadi. Avant Boko Haram, des djihadistes en Algérie, Libye et Égypte l'ont déjà fait. Au vu de la dernière prolifération de telles franchises de l'État islamique en Afrique, Walid Fares, la coalition internationale qui combat le groupe en Irak et en Syrie devrait-elle envisager d'étendre ses opérations à l'Afrique ? D'abord, stratégiquement, il est tout à fait évident que la coalition qui combat, qui fait une confrontation avec l'État islamique, l'EI ou Daesh en Syrie et en Irak, devra poursuivre cette organisation là où elle va aller dans le monde, y compris en Afrique du Nord, mais aussi maintenant avec le Nigeria, avec l'allégeance, la déclaration de Boko Haram. Mais comprenons un peu qu'il y a deux raisons pour lesquelles Boko Haram, ou bientôt et plus tard, d'autres organisations djihadistes, y compris les Shabab Jihad de la Somalie, sont en train de déclarer leur allégeance ou leur adhésion, si vous voulez, à l'EI. Premièrement, c'est une question idéologique. En fin de compte, toutes ces organisations veulent arriver au stade de la déclaration du califat. Alors, le califat n'est pas bicéphale, il a une seule tête. Abou Bakr, en Syrie, en Irak, est en train de montrer et de démontrer sur le terrain qu'il est le plus crédible. Il a une large armée, il a de l'argent, il a autour de 100 à 150 000 militants armés et il est en train de confronter les grandes puissances internationales. Point de vue psychologique très important pour les djihadistes. Deuxièmement, bien sûr, le Boko Haram se bat sur plusieurs fronts. Cameroun, Niger, Tchad, le Nigeria. Donc bientôt, il va essayer de percer vers le nord, vers la Libye, où l'EI est en train d'étendre son émirat. Donc toutes ces conditions sont logiques pour qu'il y ait ce contact, cette connexion entre les deux organisations. Alors, Alain Rodier, vous disiez que ce n'est pas vraiment un appel au secours, mais les deux groupes semblent toutefois connaître des revers militaires, chacun de leur côté. Leur objectif est-il également de créer un impact en termes de guerre psychologique ? Oh, certainement. De toute façon, déjà Daesh, comme on l'appelle ici en France, est passé expert dans la guerre psychologique, en particulier via le net, donc ensuite via les médias. Et malheureusement, donc, il joue beaucoup sur cette compétence qui lui est reconnue. Mais il faut effectivement replacer toute cette affaire dans la compétition qu'il y a, la lutte entre les deux directions, Al-Qaïda canal historique du docteur Al-Zawahiri et donc Daesh de Al-Baghdadi. Là, il y a vraiment une question de personnes. En réalité, leur idéologie est la même, leur but est exactement le même, c'est arriver à l'établissement d'un califat mondial. Bon, bien sûr, pas dans les années à venir, ça se compte en générations pour eux. Mais leur objectif est le même, mais là, il y a vraiment un problème de personnes. Al-Baghdadi ne reconnaît pas l'autorité de Al-Zawahiri, et Al-Zawahiri, lui, voudrait éliminer ce gêneur. Walid Fares, vous l'avez effleuré là tout à l'heure. Dans le concret, que signifie cette allégeance? L'envoi par l'État islamique de combattants, d'armes, de moyens financiers? D'abord, au point de vue juridique, l'angle djihadiste, de ce point de vue juridique, ça s'appelle bay'a en arabe, qui veut dire allégeance ou bien adhésion. Ce n'est pas fusion. Oui. Ce n'est pas que le Boko Haram va devenir une branche de l'EI ou de Daesh, c'est une confédération. Donc c'est un peu comme au Moyen-Âge, les vassaux, les forces vassales des rois et des empereurs. Cela veut dire qu'il va y avoir une coopération point de vue renseignement, point de vue service, entre guillemets. Donc si Boko Haram a besoin
de pression par l'EI contre les ennemis de Boko Haram dans d'autres régions de l'Afrique, ou le contraire, il va y avoir des combattants qui vont être échangés, comme vous l'avez dit dans l'introduction. Il y a eu des combattants de Boko qui ont été vus en Syrie, en Irak. Donc, toutes sortes de coopérations militaires et techniques entre les deux, du niveau qu'on a vu entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais le stade prochain, et cela dépend bien sûr de ce qui va se passer sur le terrain en Irak et en Syrie, le fait que l'EI va survivre ou non, pourrait être au futur une sorte de fusion, mais fusion très graduelle, parce qu'il y a aussi bien sûr l'influence des leaders. Comme notre collègue à Paris a mentionné qu'il y a un problème psychologique personnel entre le chef de l'EI et le chef d'Al-Qaïda, il pourrait qu'il y ait des heurts ou bien des choses de course, si vous voulez, entre les deux leaders de Boko Haram et même d'Abou Bakr. Alors, quelque part, vous voulez dire que Boko Haram, peut-être avec d'autres groupes djihadistes en Afrique, pourrait devenir l'État islamique en Afrique, s'il y a éventuellement cette fusion? Boko Haram a toujours voulu se présenter. D'ailleurs, il y a eu une première déclaration du chef de Boko Haram qui s'est déclaré lui-même calife et califat. Ça a été rejeté par l'EI. Et même ses propres, l'ordre clérical qui régit les fatwas lui a dit non. Le calife, maintenant, pour le moment, est installé à Raqqa, en Syrie. Ce que Boko Haram voudrait devenir, c'est au moins le grand fédérateur, le grand bonze, si vous voulez, de toutes les forces djihadistes sud du Sahara. Donc, tout ce qui va du Sénégal jusqu'à la Somalie, tout ce qui descend jusqu'au le plus sud qu'ils peuvent arriver, pourrait être sous Boko Haram. Le nord, c'est-à-dire le Maroc jusqu'à la Tunisie, jusqu'à l'Égypte, c'est maintenant plus ou moins directement affilié, au moins du point de vue allégeance à l'État islamique. Et voilà un autre invité qui nous a rejoint maintenant depuis Abuja au Nigeria, Christopher Fomunyo, directeur régional pour l'Afrique au National Democratic Institute, NDI en cours. Alors, Chris Fomunyo, vous êtes à Abuja, je viens de le dire, mais vous venez de boucler une visite dans l'extrême nord du Cameroun où des villes et villages ont été attaqués par Boko Haram. Qu'avez-vous vu et entendu sur place? Le groupe nigérian a-t-il révélé les fragilités du Cameroun? Je crois que le groupe a révélé les fragilités de toute la sous-région parce que dans cette zone, cette partie septentrionale du Cameroun se trouve dans une zone où les frontières sont très poreuses. Et ainsi, les populations vaguent du Nigeria au Cameroun, du Cameroun au Tchad, au Niger et dans tout le lac, toute la basine du lac Tchad, il y a une migration de populations qui ne respectent pas forcément les frontières nationales. Donc j'ai tenu à effectuer ce déplacement pour voir du côté du Cameroun, effectivement, les conséquences collatérales de ces attaques de Boko Haram sur les populations civiles. Oui. Je m'excuse auprès des auditeurs et téléspectateurs parce que la communication téléphonique est un tout petit peu erratique. Mais Chris Fomunyo, comment les Camerounais et les Nigérians réagissent-ils à ce ralliement de Boko Haram aux djihadistes de l'État islamique? Je crois que les populations sont sur le choc parce que... Désolé Chris Fomunyo, malheureusement la communication est difficile, on va essayer de régler ce petit pépin. Messieurs, vous restez avec nous à venir dans Washington Forum après une petite pause, un reportage sur une campagne anti-Boko Haram au Cameroun, de même que les commentaires Facebook avant de retrouver nos invités. Mais pour l'heure, des réactions dans les rues de Niamey. Notre collègue Idriss Fall, actuellement dans la capitale nigérienne, a d'abord tendu son micro au ministre de la Défense du pays, Mahamadou Karidjou. Dans la lutte contre Boko Haram, nous avons autour de 3000 soldats qui sont impliqués. Nous avons des militaires tchadiens et des militaires nigériens qui sont, à l'heure où je vous parle, à Damasak. Nous considérons que Boko Haram est haram, c'est-à-dire ils sont illégaux. Regrouper pour tuer les gens, c'est tout. Parce que quand même, Boko Haram nous fait beaucoup de dégâts avec eux. Ils tuent le père, ils laissent la femme, ou bien ils tuent la femme, ils laissent les femmes. Se vaquer à détruire l'humanité, à embrigader les jeunes, les petits-enfants
et à chercher à raser la communauté humaine et jusqu'à la communauté musulmane et penser qu'on le fait et au nom de l'islam. AQMI, les qui sont implantés en Libye, les Chebab et aussi l'État islamique en Irak. Donc nous, c'est notre inquiétude. Jacques Aristide de retour avec vous. Merci de votre fidélité à Washington Forum. Nous parlons de l'allégeance de Boko Haram au groupe État islamique. D'emblée, quelques-uns de vos nombreux commentaires sur la page Facebook de Washington Forum, de VOA Afrique notamment. Christian Djerabé, N'Djamena, Tchad. L'État islamique veut s'implanter partout dans le monde. S'il n'y a pas une force capable de le neutraliser, ce serait une catastrophe. L'armée tchadienne est bien placée pour le combattre. Baudouin, Lokonda, Liège, Belgique, l'allégeance de Boko Haram à l'État islamique sonne comme un appel de détresse face à une défaite imminente et annoncée contre la coalition militaire des pays voisins du Nigeria. Radjoum, Casablanca, Maroc, ces individus tuent des enfants et de vrais musulmans. Ils pensent qu'ils font la guerre pour Dieu. Eh bien, ils se dupent largement. Et Boubacar Koulibaly, Bougouni, Mali. Je pense que beaucoup de nos autorités sont complices avec les satans djihadistes pour parvenir à leur fin. L'Afrique ne sera jamais développée. La lutte contre Boko Haram ne se fait pas uniquement sur les champs de bataille. Au Cameroun, artistes et acteurs ont recours au sketch pour sensibiliser les petits écoliers sur le danger que pose le groupe nigérian. Plusieurs écoles participent au programme lancé avec le concours du ministère camerounais de l'Éducation. Un aperçu en images et interview. Boko Haram, c'est un arbre de la forêt. Oh yeah! Main sur la tête. Oh yeah! Oh yeah! Boko Haram est une secte islamique qui tue des musulmans. Boko Haram est venu faire détruire tout ce que nous avons comme choses dans la vie. Même quand papa laisse un journal, petit Cameroun ne regarde même pas, il ne feuillette même pas le journal. Nous logeons toute cette action dans ce qu'on appelle aussi la ludopédagogie. C'est le ludique plus la pédagogie, le jeu, et nous passons par le jeu pour apporter des enseignements aux enfants. Tout à l'heure, vous avez vu, on ramène la définition de Boko Haram, simple pour caractériser qui ils sont, comment ils dérangent, ce qu'ils sont en train de faire et que c'est pas bien. Il faut que l'enfant grandisse en connaissant que ce que les Boko Haram sont en train de faire, ce que le Boko Haram fait n'est pas bien. Et voilà, toute une campagne. Comme promis, la discussion continue avec nos invités. D'Abuja, Chris Fomunio de l'Institut washingtonien NDI. J'espère que nous allons pouvoir établir le contact téléphonique avec lui. Depuis Paris, Alain Rodier du Centre français de recherche sur le renseignement. Et ici même, dans la capitale américaine, Walid Fares, conseiller auprès du Congrès sur le Moyen-Orient, l'Afrique et le terrorisme. Nous l'avons dit tout à l'heure, Boko Haram subit des pertes face aux militaires des pays voisins du Nigeria, avec l'aide notamment de la France en matière du renseignement. Les soldats nigérians et le gouvernement du président Jonathan ont été très critiqués pour leurs nombreux déboires depuis le début de la lutte contre Boko Haram en 2009. Les gains militaires du moment, Alain Rodier, ont-ils à voir avec les élections du 28 mars au Nigeria, ou fallait-il tout simplement l'entrée en scène d'une force régionale ? Non, je crois que les élections ont beaucoup de choses à voir avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Je rappelle que le président Goodluck Jonathan est un chrétien, donc issu du sud du pays, et donc il est confronté à son problème donc de la population musulmane très présente au nord, où règne déjà la charia. Donc ce problème est extrêmement important, mais je dois aussi souligner qu'il y a un petit peu des problèmes dans la coopération entre les différentes forces militaires, puisque par exemple les Camerounais, pour des raisons historiques, n'ont pas le droit de poursuivre
leurs actions au Nigeria, même s'ils doivent le faire. Bon, par contre, c'est vrai que les Tchadiens sont à la pointe du combat à l'heure actuelle, d'ailleurs comme ils l'ont été également au Sahel. Donc là, il faut rendre vraiment un hommage appuyé aux forces tchadiennes qui, sur le terrain, sont extrêmement efficaces, mais également payent un très lourd tribut à ce combat contre l'islamisme radical. Oui, Alain Rodier, vous-même, vous êtes un ancien du renseignement français. L'aide française, est-ce que c'est uniquement au niveau du renseignement? Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai vu un reportage sur une chaîne internationale, une autre chaîne internationale, où je voyais des troupes françaises. Alors, est-ce qu'il y a également l'implication des troupes françaises sur le terrain? J'ai vu ces troupes aux côtés des troupes nigériennes. Non, sur le terrain même, si on peut parler les boots on the ground, non, au Nigeria, il n'y a pas de troupes combattantes. Cela dit, la France apporte effectivement, en particulier donc au Tchad et aux autres pays, une aide en renseignement, mais également en logistique, parce que les distances sont immenses et très souvent les armées nationales sont handicapées par un manque de moyens absolument phénoménal. Donc, dans la mesure de leurs moyens, là, les Français sont présents. Oui, Walid Fares, ce rapprochement entre Aboubacar al-Baghdadi et le mystérieux chef de Boko Haram, Aboubacar Shekau, va-t-il durer dans le long terme, d'après vous? Le Boko Haram a des objectifs stratégiques très précis. Contrôler d'abord une région à l'intérieur du Nigeria, ce qu'ils n'ont pas encore fait. Ils veulent une capitale, ils veulent probablement Kano, ils veulent essayer d'imiter ce que l'État islamique a pu faire en Irak, en Syrie, Mosul ou bien Raqqa. Donc, à moins de pouvoir avoir une capitale, cette ville ou d'autres villes, et donc d'étendre une autorité exclusive, de faire régner la charia, mais d'une façon tout à fait djihadiste, ils vont pas pouvoir vraiment être à la une au niveau de l'État islamique. Le second objectif qu'ils voudraient faire ou réaliser, c'est de pouvoir mobiliser au-delà des frontières nigériennes, à l'intérieur de ces pays qui se battent aux côtés du Nigeria, que ce soit au Tchad, au Niger, au Cameroun, mais même un peu plus au nord, des organisations djihadistes d'appui. Et pour cela, le Boko Haram essaie de perforer les frontières et donc d'arriver à connecter avec ces forces-là. Il n'a pas eu beaucoup de succès. Le Boko Haram essaie encore. Maintenant, le problème, ce que j'appelle ici en traduction, qui est le marteau, qui est l'enclume. Ce qu'on voit maintenant, c'est que le Tchad et les autres pays africains qui entourent le Nigeria sont en train d'essayer de faire des offensives. Donc, c'est eux le marteau. Tandis que le Nigeria, en fait, c'est l'enclume. Il faut, en fait, avoir la direction différente. Il faut que les forces nigériennes, à partir de Kano et d'autres cités, d'autres points forts, montent vers les frontières africaines et les voisins seraient les enclumes. À moins d'avoir cette équation, donc mettre les forces nigériennes vraiment en grande offensive, ça va être un peu difficile de terminer le Boko Haram. Alors, il y a des médias qui rapportent que des mouvements de djihadistes convergeant vers le Nigeria ont déjà été constatés dans le nord malien. Le Mali qui continue d'ailleurs d'être attaqué. Souvenez-vous de l'attentat meurtrier de Bamako il y a quelques semaines. La question, Chris Fomunio, si vous êtes de retour avec nous, si la coalition arrive à annihiler Boko Haram comme elle l'entend, comment garantir un véritable retour et un maintien de la sécurité? Parce que, comme vous l'avez vu au Mali, la destruction de ces groupes peut être éphémère. Oui, effectivement, vous avez raison, parce que dans le court terme, effectivement, il faut en finir avec Boko Haram sur le terrain du point de vue strictement militaire et sécuritaire, mais par la suite, il va falloir gérer les conséquences collatérales pour éviter à ce que les conditions qui ont favorisé le recrutement des jeunes dans ces mouvements extrémistes ne se répètent dans les années à venir. Donc, il faudra voir les aspects du développement économique, la possibilité de trouver des emplois à toute cette jeunesse décevée et la possibilité de mener des activités qui donneront quand même une vie réelle et substantielle à ces populations pour ne pas se laisser tenter par ces aventures extrémistes. Et je crois que ce n'est que de cette manière qu'on pourra garantir que la paix qui reviendra
après la défaite de Boko Haram, pourra exister et être soutenu dans la durée. Et je voulais vous en parler tout à l'heure. On a eu ce reportage sur cette sensibilisation auprès des écoliers au Cameroun contre les dangers de Boko Haram, sur les dangers de Boko Haram. Vous-même, vous vous êtes rendu dans des écoles parce qu'en fait, vous en avez parlé cette semaine sur une chaîne de radio, une chaîne de service public. Qu'avez-vous vu et qu'est-ce qui est en train d'être fait là-bas? Effectivement, je tenais à rencontrer les personnes déplacées, les déplacés internes, parce que là, ce sont les populations dont les villages ont été attaqués, dont les villages se trouvent sur la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, et qui maintenant cherchent à s'adapter dans un environnement différent. Et j'ai pu retrouver ces enfants, plus de 80 enfants, qui avaient été repêchés par l'armée camerounaise en novembre 2014, qui étaient à l'époque dans un camp d'entraînement, d'indoctrination par des gens affiliés au Boko Haram. Et au jour d'aujourd'hui, dans la ville de Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, ces enfants sont en train de suivre une réhabilitation pour leur permettre vraiment d'avoir une vie normale. Mais je trouve que c'est un travail de longue haleine et il va falloir, en dehors des aspects purement militaires, voir effectivement les conséquences sociales et économiques de ces attaques de Boko Haram et mettre en place des stratégies pour garantir à ces jeunes qui ont été impactés une vie nouvelle. Et je crois que là, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup de concentration des services sociaux. Voilà. Alors, cette allégeance de Boko Haram à l'EI est-elle une autre preuve, s'il en fallait, de toute la difficulté du combat à la fois local et globalisé contre le terrorisme, Alain Rodier? Et c'est pour ça que moi, je suis pas vraiment optimiste pour les mois à venir, voire les années à venir, parce que Boko Haram est très loin d'être vaincu. Il est évident que tout le monde le souhaite, mais la bataille ne fait que commencer et l'issue est pour le moment incertaine. Walid Farès, vous partagez cet avis, la bataille vient de commencer, comme vient de le dire Alain Rodier? Oui, tout à fait. La bataille a commencé en fait réellement avec l'idéologie qui a habité ces régions depuis des années. Maintenant, c'est le résultat. On moissonne des décennies de travail radical idéologique, mais quand même, il faudrait qu'il y ait une stratégie occidentale qui est intégrée aux stratégies africaines. Il faudrait qu'il y ait une alliance locale, régionale, dans cette région de l'Afrique, avec l'Afrique du Nord, avec la coalition internationale, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Politiquement peut-être, mais pas physiquement. Mais la bataille va-t-elle vraiment prendre fin un jour? Parce que bon, hier, il y avait Al-Qaïda. Bon, Al-Qaïda est toujours là, mais même si c'est présenté par un commentateur comme un club de vieux papis, mais n'empêche, il y a d'autres groupes qui émergent. Alors, cette bataille va-t-elle prendre fin un jour? C'est une mutation. C'est pour cela que j'ai dit la bataille militaire elle-même n'est que la réflexion du recrutement sur le terrain. Il faut défaire l'idéologie. Et c'est pour cela que ce que vous avez mentionné, ce qui se passe au Cameroun, au Tchad et dans d'autres pays, préparer les jeunes à confronter les djihadistes, c'est la chose la plus importante. Maintenant, le reste, le côté militaire, il faudrait qu'il y ait une intégration de toutes les stratégies au niveau international, régional et local. Voilà, merci bien. Voilà, merci à mes invités. Walid Farès, conseiller auprès du Congrès américain sur le terrorisme, Chris Fomunio du National Democratic Institute et Alain Rodier du Centre français de recherche sur le renseignement. Un petit clin d'œil à nos amis de Vox Africa en Grande-Bretagne, notre télépartenaire disponible dans des bouquets satellitaires. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.